Cette D'abord, conférence va maintenant être enregistrée. d'abord, j'ai une petite pensée pour tous ceux d'entre vous qui ont des enfants en bas âge. J'espère que vous voyez les 3 semaines à venir avec sérénité. Donc, le sujet d'aujourd'hui, l'objectif est de vous présenter une étude qu'on a faite. Le but de l'étude était de bien comprendre l'impact que le coronavirus a eu sur le secteur de l'alimentation durable. C'est une étude qui nous a été demandée et qui a été soutenue par le programme Good Food. Et donc, vous allez voir que au cours de cette étude, on a interviewé une vingtaine de structures, toutes issues du secteur de l'alimentation durable. Et donc, après vous avoir expliqué quelques éléments de contexte, on va passer en revue l'expérience de ces structures par jalons de la filière alimentaire, en fait, pour arriver sur des apprentissages et des lessons learned. Euh, Limite importante de l'étude, l'étude en fait, elle retrace l'expérience de ces acteurs du secteur de l'alimentation durable, mais qu'ils ont vécu entre mars 2020 et janvier 2021. Et donc, l'information qui se trouve dans l'étude, elle est quand même limitée à cette période, et donc pas oublier qu'elle est vouée à évoluer évidemment, et qu'elle n'est donc pas figée. Donc pourquoi est-ce que cette étude a été entamée? Parce qu'on est parti de un constat, c'est qu'au moment du confinement, certains acteurs ont vu leurs ventes décuplées. Donc tout le monde pense évidemment aux acteurs de la distribution notamment. Et au moment du déconfinement, certains ont maintenu leur hausse de vente, là où d'autres pas. Et donc, ça, c'était vraiment le constat de base de l'étude. On a voulu comprendre pourquoi, comment ça se fait et surtout quelles stratégies les acteurs qui ont maintenu leur hausse de vente dans le temps, quelles stratégies ont-ils mis en place pour assurer cette constance. Alors, l'étude avait un objectif et une ambition. Donc, l'objectif de l'étude, c'était aussi de valider ou d'invalider deux hypothèses. La première hypothèse, c'était de dire au moment du confinement, les citoyens se sont tournés vers des produits davantage plus sains, plus durables et de proximité, plus locaux. Et la deuxième hypothèse, c'était de dire que l'acteur issu du secteur de l'alimentation durable qui a connu une hausse de ses ventes qui s'est maintenue dans le temps a développé une stratégie ou des stratégies particulières. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de bien comprendre le vécu de tous ces acteurs, les stratégies qu'ils ont mises en place pour soit de survivre, soit de se réinventer, soit de surfer sur les conséquences positives de la crise sanitaire. Avec une ambition importante, c'était de retirer les apprentissages de toutes les histoires de ces acteurs pour formuler des recommandations et permettre aux autorités publiques de soutenir les acteurs du secteur dans leur relance ou leur développement. Et donc, au niveau de la méthodologie qui a été poursuivie, si vous voulez, quand on a interviewé tous ces acteurs, on est parti des chiffres. On est parti des chiffres de vente. L'objectif, c'était vraiment d'objectiver d'emblée le dialogue et la discussion, parce que c'est clair que quand on on discute de l'impact que le coronavirus a eu sur le business d'un acteur de l'alimentation durable et pas que. Il y a parfois des histoires qui sont tristounettes, voire carrément catastrophiques. Et donc, quelque part, avant d'ouvrir la porte à l'émotionnel, qui est important aussi, il fallait pouvoir objectiver le débat, il fallait qu'on sache exactement de quoi on parle. Et donc, tous ces acteurs ont partagé leurs chiffres de vente, qui restent confidentiels. On ne va pas les partager ici parce que c'était leur volonté. Et au vu du fait qu'ils ont partagé leur expérience vraiment de manière hyper généreuse, et pour pas rompre la confiance, on n'a pas divulgué les chiffres. Mais il n'empêche que on peut pas donner de moyenne, mais on peut quand même donner certaines fourchettes. Vous allez voir. Une fois qu'on a parcouru leurs chiffres de vente, on allait vraiment laisser la place au vécu et à leur ressenti et à la manière dont ils ont vécu les choses pour clôturer sur leurs apprentissages et surtout les messages qu'ils souhaitaient transmettre.
Ça a été vraiment la méthodologie en 3 étapes qui a été poursuivie lors des interviews. Comme je vous disais, il y a eu une vingtaine d'interviews qui ont été issues de la distribution. Donc là, on a interrogé 11 acteurs, de la production, 2 acteurs, 3 acteurs des cuisines professionnelles partagées, un acteur prestataire de services en entreprise, un restaurant et un acteur du secteur de l'aide alimentaire. Autre précaution dans l'interprétation de toute cette information, c'est que vous allez voir que les situations qu'on explique sont pas forcément uniquement liées à la situation du coronavirus. C'est d'abord des situations individuelles qui dépendent pas toujours uniquement de la crise sanitaire, mais parfois de réelles réflexions d'entreprise et donc de choix d'entreprise et notamment de choix commerciaux posés par l'entreprise. Et autre chose aussi, les entretiens ont eu lieu dans les 2 langues et donc là on fait le choix de présenter en français, mais donc il y a de l'information qui a été traduite du néerlandais au français. C'est clair que dans tout ça, j'espère que je suis restée très fidèle à ce qui nous a été dit. Mais voilà, c'est quand même une précaution que je préfère préciser. Donc ça, c'était pour le contexte de base. Et avant de rentrer dans le détail, je peux déjà dire que ce qui nous a vraiment marqué le plus au moment des interviews, c'est le vécu à 2 vitesses de la crise du coronavirus. Entre d'une part, ceux qui ont vu leur modèle économique qui a été confirmé par la crise et pour qui notamment les ventes se sont envolées. Et ça, c'est vraiment le cas notamment de la distribution et notamment de la distribution durable coopérative. On va le voir. Et ceux qui, malgré qu'ils aient un modèle très vertueux, basé sur des valeurs profondes de durabilité, se sont pris les conséquences de la crise de plein fouet. C'est notamment l'Horeca, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'Horeca, donc les cuisines professionnelles partagées ou la production qui vendait principalement à des clients Horeca. Et donc, si on veut schématiser tout ça, tout en haut de l'échelle, on va trouver les acteurs de la distribution durable et notamment les acteurs e-commerce existants ou qui étaient pratiquement prêts au début de la pandémie. Puis se trouvent les acteurs de la distribution durable physique, donc là on parle grossiste ou retail. Et puis ensuite, en bas de l'échelle, voire même sous l'échelle, parce que ce sont vraiment des acteurs qui ont été profondément touchés et marqués par la crise. L'acteur producteur qui vendait presque uniquement à des clients Horeca, la restauration évidemment, le partage des cuisines professionnelles et évidemment aussi les prestataires de services aux entreprises. Ça, on va le voir aussi. La configuration du service en entreprise change radicalement. Voilà, donc là, je vous propose de rentrer dans le détail de chaque échelon de la filière. Je vais juste vérifier, est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à la mise en contexte? Jusqu'ici, on n'a pas eu de questions sur le chat, mais n'hésitez pas, c'est l'occasion. Ok. Alors, je rentre dans la première catégorie, la distribution. Donc, là, comme le titre l'indique bien, la distribution, c'est quand même la gagnante de la crise du coronavirus. Alors, j'aime pas parler comme ça, c'est peut-être pas le bon mot, parce que ça donne vraiment une impression gagnant-perdant. C'est pas le mot que je voulais utiliser, mais c'est un secteur qui s'est très très bien porté pendant la crise du coronavirus. Donc, vous pouvez voir que les acteurs interrogés sont Biscope, Farm, eFarm, Terroiriste, l'EPI, qui est un magasin coopératif à Uccle, The Food Hub, le magasin de Atelier Grooteiland, le marché bio Be Here, le marché des tanneurs, BioFresh, le super Gazap Lactopompin et la ferme Nopilif pour l'activité d'horticulture. Le super Gazap Lactopompin, ce n'est pas un acteur professionnel, on est bien d'accord, mais on trouvait ça quand même intéressant d'avoir son expérience aussi. Voilà. Et donc, au moment du premier confinement, le secteur de la distribution dans son ensemble a connu une hausse des ventes terrible comparée à 2019. Alors là, il n'y a pas moyen de faire une moyenne. Ça va de plus 10% à plus 300%, à l'exception du marché des tanneurs.
qui connaît une perte de chiffre d'affaires très importante, qui est due à deux facteurs. Le fait déjà que le marché s'intensifie et quand le marché des tanneurs est arrivé, ils étaient presque seuls sur le marché et maintenant le marché s'intensifie. Et la deuxième chose aussi, c'est que le marché des tanneurs, c'était un commerce de destination. Et étant donné que les points de vente bio se multiplient, c'est moins un commerce de destination aujourd'hui. Donc le marché des tanneurs, vraiment, c'est une exception. Mais pour le reste, donc on parle vraiment d'une augmentation de 10 à 300%, alors que le taux de croissance naturel annuel, c'est entre 3 et 5%. C'est une hausse qui s'est pas forcément maintenue aussi fortement au moment du déconfinement, mais globalement sur l'année 2020, les résultats restent super positifs, y compris tenant compte du fait que ces points de vente ont dû investir dans des mesures de protection sanitaire. Ça n'a pas pour autant rendu le résultat net négatif. Alors, c'est en général, il y a eu deux types de clientèle. Il y a eu des clients existants, des nouveaux clients. Mais en général, c'est quand même le panier moyen de clients existants qui a augmenté en moyenne de 40%, surtout évidemment pour les structures coopératives, puisqu'en plus, les structures coopératives ont mis un peu de temps pour pouvoir réorganiser les sessions d'information à destination des nouveaux coopérateurs, puisqu'il fallait faire ça de manière virtuelle, etc. Donc, voilà. Oui, Caroline. Oui. Ici, oui. J'ai juste une petite demande, s'il y a moyen de mettre les slides en plein écran par hasard. Visible. Enfin, moi je vois bien, mais je peux l'agrandir en tout cas. Je suis en PDF en fait, mais je peux essayer de l'agrandir. Il n'y a pas de souci. Vous me dites voilà, si je pense que ce sera très bien. Non, ça c'est trop. Excusez-moi. Mais il n'y a pas de souci, bien sûr. Parfait. Merci. Attendez, Apparemment, c'est plus visible. je chipote un peu pour trouver la bonne fenêtre. Ouais, voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Voilà. Super, merci. Et donc, cette hausse de vente de la distribution, ça concerne l'alimentaire, mais aussi les plantes comestibles. Et ça, c'est ce qu'on a, ou les plantes tout court. Ça, c'est l'expérience qu'on a reçue de la jardinerie Nopilif, qui a été interrogée aussi, et de la pépinière de Skyfarm. En fait, pour parler directement, les clients, les consommateurs, comme ils étaient confinés, ont repris goût à faire à manger eux-mêmes, ont repris goût à faire leur potager. Donc, évidemment, les ventes se sont multipliées et c'est quelque chose qui perdure. Ça continue dans cette tendance-là. Voilà, en général, les acteurs ont confirmé en septembre, il n'y a pas eu une baisse significative des ventes. C'est quelque chose qui semble rentrer dans les habitudes des citoyens. Pour les grossistes comme Biofresh et terroiristes, la perte des clients qui étaient issus du secteur de l'Horeca a été compensée par les demandes des magasins ou des épiceries. Et donc pour Biofresh, par exemple, évidemment, ce sont les magasins qu'ils ont en propre, donc les magasins originaux. Il n'empêche que donc sur ce secteur de la distribution, les grands gagnants de la crise, même si de nouveau je n'aime pas ce mot, mais ceux qui ont vraiment pu surfer sur les conséquences positives de la crise, ce sont les acteurs de la distribution alimentaire virtuelle, pour qui là les ventes en fait se sont tellement envolées qu'un palier de croissance a été passé et que la taille de l'entreprise s'en est parfois trouvée modifiée. Et c'est le cas notamment de eFarms ou de La Vivrière. Donc, eFarms, clairement, ils ont fait x3 à tout point de vue. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que ces deux acteurs-là ont déménagé. eFarms a déménagé son entrepôt, La Vivrière a déménagé son point de vente, qui est situé sur la place Saint-Denis à Forêt. Son point de vente, c'est x2 quoi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus grand que ce qu'il y avait avant. Et donc la stratégie de ces acteurs-là, et on va le répéter encore, mais c'est vraiment la digitalisation en fait. C'est grâce au fait que ces acteurs-là étaient prêts virtuellement parlant que les ventes ont pu être honorées en fait, et que ça a pu fonctionner. Par contre, le vécu de ces acteurs-là, c'est aussi humainement un vécu pas facile. C'est des cadences effrénées, beaucoup de stress, de la fatigue accumulée, des clients qui se sont parfois déchaînés sur le personnel par peur ou par manque d'information,
de l'absentéisme, parce que bon, pour la petite histoire, qui a été quand même expliquée par plusieurs acteurs aussi, pour la petite histoire, au mois de mars, avril, mai, on devait même pas aller chez le médecin. Il suffisait d'appeler son médecin, tousser 3 fois dans le téléphone et on était mis en quarantaine pour 7 jours ou 14 jours, je me souviens plus. Mais donc, ces acteurs-là, en fait, se sont retrouvés globalement à avoir toute la structure administrative qui est descendue sur le terrain pour aider les opérationnels sur le terrain. Tout niveau hiérarchique confondu, et il a fallu gérer quoi. Ça a fait beaucoup de monde, beaucoup de marchandises qu'il a fallu gérer avec le personnel existant. Alors autre chose aussi pour des acteurs tels que la vivrière, ce qui a pas été facile non plus, c'est que lors du premier confinement, les marchés sur la voie publique ont été interdits. Et les ventes en ligne avec livraison à un point défini ont été assimilées au marché. Et donc, la vivrière, en fait, à un moment donné, a dû servir 200 familles sur un laps de temps de 2 heures sur le seul espace de la porte de son magasin. C'est aussi l'idée, évidemment, c'est qu'elle a voulu protéger son personnel. Hein. Autre expérience de la vivrière ou aussi du Gazap lactopompin, c'est que, étant donné que la rencontre était plus difficile puisqu'il fallait respecter les mesures de sécurité, les relations entre producteurs et consommateurs ou même les relations entre consommateurs entre eux sont devenues beaucoup plus difficiles et moins profondes. Mais par contre, à l'opposé, le confinement a permis quand même l'émergence d'initiatives de livraison solidaire entre clients qui alors livraient des personnes isolées. Autre point important aussi pour les acteurs, très important, c'est que les règles n'étaient pas si claires ni accessibles. Et donc, pour l'acteur, c'était difficile de savoir à un moment donné si une personne était contaminée. Qu'est-ce qu'il fallait faire, s'il fallait fermer ou pas, sachant que la fermeture d'un magasin pour un acteur de la distribution, ça a aussi un impact en termes d'image. Et donc, on ne peut pas fermer au hasard, au risque d'effrayer les clients, quoi, dans un contexte en plus déjà très, très anxiogène. Et puis, il y a eu aussi des situations qu'on peut quand même estimer parfois maladroites de la part des autorités publiques. Donc, il y a un acteur qui a reçu un contrôle AFSCA en pleine gestion des commandes le 10 mai. Et il y a un autre acteur qui a vu ses collaborateurs contrôlés par la police à chaque pause pendant 3 semaines. Donc ça a mis beaucoup de stress aussi. Alors, les apprentissages de la distribution, ils sont assez clairs en fait. La première chose très claire, c'est que ces acteurs ont validé clairement les hypothèses. Oui, le consommateur s'est tourné vers des produits davantage sains, durables et vers des acteurs de proximité. Et l'ensemble des acteurs a confirmé aussi que la crise sanitaire a validé le modèle de départ. Et ça a été confirmé de manière spontanée. Ça n'a pas du tout fait l'objet d'une question spécifique. C'est vraiment des choses qui sont sorties de manière spontanément. On nous a dit clairement, on a raison de faire ce que l'on fait, c'est le bon modèle, on voit bien que c'est le modèle qui va perdurer. Nous, j'ai même entendu, le confinement, ça a été pour nous la consécration, ça a été pour nous une consécration de notre modèle. Donc là, clairement, il y a validation des hypothèses. Après, au niveau des apprentissages, il y a aussi des apprentissages un peu plus opérationnels. Donc, l'importance d'un approvisionnement local qui a été confirmé et qui sera confirmé d'ailleurs aussi, vous allez voir, par un des producteurs qu'on a interrogé, c'est Ecodal. Par contre, ce que la distribution dit aussi, c'est que quand on travaille avec des petits producteurs et qu'on vit une augmentation des ventes x3, le petit producteur ne sait pas forcément suivre les volumes demandés. Autre chose, c'est une meilleure compréhension de certaines filières d'approvisionnement et certainement les filières d'approvisionnement qui ont été mises sous pression, comme les œufs, la farine ou la levure. Et donc, en fait, les acteurs confirment qu'ils ont été davantage à l'écoute des producteurs pour aussi leur permettre d'écouler les surplus quand on était dans la situation inverse. Autre chose, on en a déjà parlé et on le redira parce que c'est vraiment un des gros apprentissages de cette étude. Pour un acteur de la distribution physique, si on n'a pas déjà travaillé sur son projet de digitalisation, on ne peut pas s'improviser e-commerce parce que le système de livraison ne suit pas. Et ça, c'est notamment l'expérience de la jardinerie Nopilif qui a essayé de pouvoir faire des livraisons, donc des plantes comestibles notamment en e-commerce et en livraison
vers les citoyens. Ça a pas fonctionné. Sur 100 demandes qu'ils avaient, ils ont pu honorer 20 demandes et ça a été quelque chose comme ça. Et ça a été dans le rush et pas efficace. Donc, tout ça, ce n'est pas pour stigmatiser un acteur, c'est pour dire qu'on ne peut pas s'improviser, on peut pas s'improviser e-commerce. Pourtant, le télétravail est quand même devenu partie intégrante de la plupart des cultures d'entreprise, en ce compris les entreprises où ça n'était pas du tout la norme. Et il y a plusieurs acteurs qui en ont témoigné, comme le cas de BioFresh. Et donc, les gens seront beaucoup plus à la maison. Je pense personnellement, je pense pas du tout que une entreprise qui à la base était réfractaire au télétravail va pouvoir faire marche arrière à 100%. Le télétravail va rentrer dans les habitudes et continuera à s'appliquer, peut-être pas autant, mais continuera à s'appliquer. Et donc, clairement, les citoyens ont plus de facilité à recevoir leurs commandes, notamment. Et donc, c'est le moment de digitaliser, d'investir et de se moderniser. Et ça, c'est aussi ce qui a été confirmé par le marché Bio Be Here et les teneurs, qui ont vraiment accéléré le travail sur leur offre en e-commerce, et ça va être la pierre angulaire de leur stratégie 2021. Les marchés Bio Be Here, des tanneurs, celui de Gand et celui d'Anvers, auront chacun leur plateforme en e-commerce, avec les livraisons assurées derrière. Voilà, ça c'était pour la distribution. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pour le moment, j'ai pas reçu de questions. Ok, d'accord. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de matière, hein, parce que c'est une étude très riche. Donc il faut pas hésiter à interrompre. Alors au niveau de la production, on a interrogé deux acteurs assez différents, Ecodal et Urbilif, qui ont eu des vécus très différents. Mais donc, comme je disais, ce sont des acteurs assez différents. Urbilif, c'est une jeune entrepreneur. Elle produit des micro-pousses en culture verticale. Et Urbilif, à la base, son core business, on va dire, c'est 70 clients Horeca. Et avant la crise, elle produisait 2000 barquettes de micro-pousses par mois et elle offrait plus ou moins 30 variétés. Donc, pour Urbilif, qui avait 70 clients Horeca, la fermeture de l'Horeca, ça a été synonyme d'obligation impérieuse de se réinventer. Pour Ecodal, je pense que tout le monde connaît Ecodal. Il existe depuis 1982. C'est un entrepreneur plus vieux, on va dire. Il a une clientèle diversifiée. Alors pour Ecodal, la situation était que, en fait, pour Ecodal, la crise du coronavirus a été vécue de manière positive. Pourtant, c'était pas du tout ce qui était prévu, parce que c'est un acteur qui a perdu 2 gros clients majeurs qui n'ont rien à voir avec le Covid. Qui a dû faire une analyse de ses coûts et notamment de ses coûts de fonctionnement, et donc qui a fait un choix de gestion interne et qui a défini une nouvelle orientation dans sa politique commerciale. Et donc c'est quand même le mix des opportunités qu'ont amené le coronavirus, mais aussi de ce travail sur l'analyse de ses coûts, de son nouveau choix de gestion interne et surtout de sa nouvelle orientation commerciale, que la balance est positive, quoi. Donc c'est pas juste imputable au coronavirus. Ça, c'est important de le dire. Et donc la stratégie, si on revient sur Urbilif, la stratégie d'Urbilif, elle a été triple. Ça a été d'une part, ça a été de limiter les dégâts, et donc elle a vendu les stocks de micro-pousses qui étaient destinés à l'Horeca. Elle les a vendus en B2C aux clients et a encouragé les clients à venir les chercher via sa page Facebook, et ça a quand même bien fonctionné. Puis elle a capitalisé et développé des partenariats avec ses clients Horeca pour pouvoir vendre des paniers cadeaux à Noël ou soutenir les chefs Horeca dans leur offre de restauration à emporter. Et puis son troisième pilier est un vœu qui lui est très cher, c'est de développer le troisième pilier de son activité, la sensibilisation à l'alimentation durable, et donc les ateliers. Bon, évidemment, aujourd'hui, les ateliers, ils n'ont pas encore pu commencer puisqu'on est toujours en virtuel, mais c'est vraiment un souhait c'est vraiment important pour elle d'essayer de mettre en place ces ateliers et ce pilier de sensibilisation. Je crois que tout le monde, je pense que la plupart des gens connaissent Anne de Urbilif. C'est une personne hyper enthousiaste, hyper optimiste. N'empêche que la crise sanitaire a eu des conséquences financières vraiment
hyper importante sur son business. Et c'est un acteur qui est dans la difficulté aujourd'hui. Ecodal, donc comme je vous disais, a en fait surfé sur les opportunités que présentait le coronavirus. Donc en plus, ils ont reçu des nouveaux clients Brabant Wallon, Hainaut et Bruxelles. Le fait qu'ils surfent sur les opportunités, c'était par exemple quand un autre fournisseur ne savait pas suivre la demande ou quand un fournisseur n'avait pas suffisamment de main-d'œuvre ou pas de transport. L'organisation du transport a été d'ailleurs repensée chez Ecodal et donc l'un dans l'autre, cet acteur-là s'en sort très bien. Par contre, c'est vraiment un acteur qui a confirmé l'importance d'avoir un approvisionnement tout près de Bruxelles et qui l'a confirmé de manière spontanée. Et donc, les apprentissages, c'est de dire d'une part que la diversification de la clientèle est vraiment très importante et apparaît comme étant une clé de résilience. L'importance d'avoir un approvisionnement tout près de la ville de Bruxelles. Et alors, un point important aussi, c'est que la crise sanitaire a eu des effets rebonds. Donc, en fait, quand on a commencé à faire l'étude de l'impact du coronavirus sur les acteurs du secteur de l'alimentation durable, je pense que tout le monde a entendu parler en plein milieu de l'étude, Belgomart, qui était un acteur important du secteur, puisque son concept, c'était de vendre des produits 100% belges. Belgomart a déposé le bilan. C'était d'ailleurs un acteur qu'on devait interroger et qu'on n'a pas pu interroger parce qu'ils ont déposé le bilan et donc on n'a pas voulu les embêter. Cette faillite-là a eu des répercussions sur les producteurs qui étaient en collaboration avec Belgomart. Pareil pour les faillites de restaurants, de certains restaurants, ça fait des effets en chaîne, des effets rebonds. Qui laissent parfois des dettes impayées vraiment importantes chez des partenaires. Caroline, ici j'ai une question pour toi. Donc, pourriez-vous un peu développer l'intérêt que trouvait Ecodal dans son approvisionnement près de Bruxelles? Pourquoi c'était important? Parce que en fait, la confirmation est partie de cette validation de l'hypothèse, mais qui n'a de nouveau pas fait l'objet d'une question en tant que telle. Ça a été expliqué spontanément en fait dans la discussion. Le fait d'avoir à disposition des produits locaux qui viennent pas de très loin, c'est à ce niveau-là que Francis de Ecodal a confirmé l'importance d'avoir un approvisionnement tout près de Bruxelles, aussi pour une question de transport. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si la réponse, oui, voilà, super, c'est bon. Tu as bien répondu. Oui. Je continue alors. Excusez-moi, je réfléchissais à d'autres éléments que Francis aurait pu me dire et que j'aurais pas partagé avec vous. Mais oui, c'est vraiment ça. Surtout dans la logique qu'à un moment donné, il y a eu des ruptures d'approvisionnement, que Ecodal a surfé sur certaines ruptures d'approvisionnement pour aider d'autres fournisseurs. Oui, le fait d'avoir de la disponibilité et d'être proche de Bruxelles, ça, il l'a vraiment dit spontanément. C'est vraiment une plus-value pour les clients, aussi bien B2B que B2C. Alors le prochain, ce sont les cuisines partagées professionnelles. Donc là, les cuisines partagées professionnelles, elles s'estiment être un peu le secteur oublié de la crise, parce qu'il faut bien se rappeler que les cuisines partagées ont une clientèle à 100% HoReCa ou événementielle, c'est-à-dire deux secteurs qui ont été touchés de plein fouet et qui ont dû s'arrêter. Mais une cuisine professionnelle, pour rappel, malgré la fermeture de l'HoReCa, de l'événementiel, etc., eux ne peuvent pas tout d'un coup arrêter toutes les chambres froides positives et négatives, et donc ce sont des acteurs qui ont des charges fixes très importantes. Et quand on prend le ratio, quand on sait qu'ils ont plus ou moins 10 000 euros de charges mensuelles versus 3 000 euros de primes, c'est
c'est gentil, comme qui dirait une des deux personnes qui ont été interrogées. Donc là, on a interrogé BFBC, Coworking et Cookwork. Donc sachant que Coworking et Cookwork sont la même et unique cofondatrice. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en gros pour ces deux structures-là? Pour Coworking, les clients qui étaient sous formule abonnement sont passés en pack d'heures et donc ça fait évidemment un modèle plus instable. En 2020, l'année 2020 pour Coworking, ça a été une année catastrophique parce que sur le trimestre avril, mai, juin, ils ont fait le chiffre d'affaires équivalent à un mois en temps normal. En plus, ils ont accumulé des arriérés de loyer, d'électricité, de TVA et ils ont finalement dû mettre au chômage temporaire l'unique collaborateur qu'ils avaient parce qu'ils n'arrivaient plus à le payer. Et petit point d'attention aussi, les cofondateurs ne se payent toujours pas. Alors, la situation de Coworking, là aussi, c'est clairement pas uniquement dû à la crise du coronavirus parce que le modèle de départ de Coworking n'est pas viable économiquement parlant. Et donc, si aujourd'hui c'est un acteur qui va pas bien, c'est pas dû uniquement au coronavirus. Pour BFBC, même combat, baisse du chiffre d'affaires de 30% au moment du confinement. C'est dû au fait qu'ils ont quand même dû fermer pendant 3 semaines au mois de mars parce que les gens n'osaient plus venir cuisiner et parce qu'aussi il y avait un flou législatif réel. Or, en 2020, BFBC, c'était encore une starter en phase de scale-up. Et en fait, en 2019, ils étaient parvenus à l'équilibre. Mais donc, une diminution de 30% sur l'année 2020, ça génère d'office des pertes. Autre point commun des deux acteurs et qui je trouve font un peu pincer le cœur en fait, c'est que malgré que ces deux acteurs-là ont très difficile financièrement parlant, les projets sortants par contre de ces deux acteurs ont réussi. Et donc quelque part, les deux acteurs confirment que le modèle de cuisine partagée a quand même un impact réel en termes d'économie locale et de création d'emplois. Voilà. Donc, comme je disais, pour Coworking, il y a eu 3 problèmes majeurs. C'est que les charges sont très lourdes, le modèle d'affaires n'était pas assez diversifié et seulement centré sur la localisation d'un espace qui, en plus, est trop petit pour accueillir les besoins réels des clients en termes de stockage, de préparation différenciée. Et donc, en fait, c'est un modèle qui ne permet pas de dégager de marge et donc il n'y avait presque pas de trésorerie disponible au premier confinement, plus du tout au second. Pour Cookwork, c'est différent parce que c'est une plateforme virtuelle et donc il n'y a pas de charge fixe et la perte de clients n'a pas engendré l'accumulation de dettes. Par contre, la plupart des contrats se sont arrêtés à la seconde vague du corona. Aussi important pour BFBC, ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'au niveau des stratégies qui ont été développées par les deux acteurs, il y a quand même eu, je trouve, beaucoup de solidarité et d'altruisme et d'empathie. Donc, ce sont des acteurs qui se sont démenés pour essayer d'aider leurs poulains, donc leurs entrepreneurs clients. Et donc, par exemple, BFBC n'a pas appliqué strictement le contrat avec ses clients. Les contrats ont juste été suspendus. Ce qui les a sauvés, ce sont les cuisines qui sont passées en e-cuisine au moment du déconfinement, parce que sinon, sans ça, BFBC aurait connu une diminution de son chiffre d'affaires de 70%. Ce qui est super intéressant, c'est que les deux acteurs ont vraiment bougé, quoi. Donc, au niveau de leur stratégie, Coworking a amplifié ses ateliers de cuisine. Donc, les ateliers de cuisine sont passés en virtuel et en plus, ils ont revu complètement l'offre complète. C'est une offre qui s'appelle Horeca Comes Back. L'idée, c'est vraiment de connecter les chefs cuisiniers, les chefs de l'Horeca avec les gens. Et le chiffre d'affaires de 2020, la distribution du chiffre d'affaires de 2020, on le voit, puisqu'il y a 3% de chiffre d'affaires qui est sur la localisation de cuisine et 97% sur l'événementiel online. Et puis, donc Elodie Bouscarat, la cofondatrice de Coworking, a aussi lancé une nouvelle activité d'accompagnement des entrepreneurs actifs dans le domaine culinaire, qui est centrée vraiment sur le développement de leur vente via les outils digitaux, Foodcom. Je pense que tout le monde l'a vu passer sur les réseaux sociaux.
Voilà, BFBC, pareil, la stratégie, ça a été de faire un revirement à 180 degrés. Elle l'a bien dit d'ailleurs que c'est pas la première fois qu'elle le fait et qu'il faut pouvoir le faire. Et donc, ils ont vraiment épaulé leurs clients dans la réflexion en forçant l'imagination et la création de solutions. Et ceux qui ont pris le train de cette réflexion n'ont presque pas arrêté leur activité finalement. Mais ce qui a ironiquement finalement sauvé notamment BFBC, ce sont des acteurs traditionnels, donc ce sont les banques qui ont accepté de reporter et rééchelonner les paiements en 2021 ou sur toute la durée de l'emprunt. Et donc là aussi, c'était important de le dire. Au niveau des apprentissages, ce sont ces acteurs-là qui ont pu aider les cuisines professionnelles. Et donc les apprentissages, il y en a 5. Voilà, on répète que le secteur de l'Horeca représente quand même un employeur énorme qui emploie du salariat précarisé en plus, et pourtant les charges fixes sont très fortes. Et il y avait déjà avant la crise une espèce de phénomène de ras-le-bol du secteur qui donne l'impression aux acteurs de ce secteur qu'on quelque part on veut tuer le secteur. Et donc en fait, la nécessité, c'est de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas une politique de subvention différenciée par secteur? Autre chose qui est revenu beaucoup et qu'on redira encore, c'est le soutien psychologique aux entrepreneurs qui apparaît primordial. Le fait donc comme je disais, ce sont les banques traditionnelles finalement qui ont pu aider ces structures-là, ces deux acteurs, et donc l'importance de pouvoir quand même jouer davantage les collaborations entre acteurs du même secteur. Ne pas vouloir absolument continuer un modèle qui ne fonctionne pas, mais diversifier ses activités. Et alors, de manière plus générale et en matière d'accompagnement des entrepreneurs, puisque ces structures font de l'accompagnement à l'entrepreneuriat alimentaire en création, il faut pouvoir, selon elle, faire appel à des personnes de terrain. Donc, accompagnement sur le terrain avec des accompagnateurs issus du terrain. Je vais un tout petit peu accélérer parce que je vois qu'il est déjà moins quart. Oui, j'ai juste une petite question. Oui. Ici, est-ce que les résultats, on peut les trouver aussi en néerlandais et si on peut les diffuser? De quel résultat est-ce qu'on parle exactement? C'est pas précisé, mais à mon avis, l'enquête de manière générale, hein. Ok, donc l'étude, l'enquête, donc elle a été rédigée, elle fait 20 pages, elle est disponible sur le portail Good Food uniquement en français. Ok, merci. Voilà. Alors, au niveau des restaurants, donc on aurait pu dire, on n'interroge pas de restaurant, la situation est claire, etc. À un moment donné, on s'est dit, l'étude aurait loupé quand même un gros jalon si on n'avait pas au moins interrogé un restaurant. Donc, on a interrogé le restaurant Le Local. Ce qui est très intéressant de savoir, c'est qu'au niveau donc le local est fermé évidemment pendant le premier confinement et a réouvert pendant les mois d'été pour de nouveau fermer. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le local, c'est quand même une entreprise qui a été positive 2 ans après sa création et qui avait une très bonne trésorerie. Et donc, un des facteurs clés du succès du local, c'est vraiment la gestion très saine de l'entreprise. La crise sanitaire pour le local, ça a été une perte de 50% du chiffre d'affaires comparé à 2019, alors que la progression qui avait été budgétée, c'était plus 4%, parce que là aussi, le local a des charges importantes. Au moment du déconfinement, donc juillet, août, alors là, c'était interpellant parce que la perte du chiffre d'affaires n'a pas été proportionnelle à la perte de l'espace disponible dans le restaurant. Donc, il y a eu une diminution de 30% du chiffre d'affaires pour les mois d'été contre une diminution de 50% de l'espace disponible en salle. En fait, les gens étaient contents de pouvoir retourner au restaurant et sont retournés au restaurant. Il n'empêche que le local est dans une situation vraiment très difficile, qu'il voulait que cet acteur-là souhaitait ouvrir un second endroit en 2020 et que c'est un projet qui évidemment va être reporté à 2022 et que c'est un acteur qui se pose encore la question de savoir de comment rebondir en cas de nouvelle crise et comment se diversifier. Le local a fait un peu de livraison à domicile, mais c'était surtout pour quelque part rester occupé et rester motivé et actif. Ça n'a évidemment pas du tout compensé la perte du chiffre d'affaires du restaurant sur site. Et donc, le sentiment de Odile du local, c'est quand même un grand sentiment de solitude et d'inégalité généré par la crise.
Donc, c'est clair que pour la petite histoire, cette personne vit en colocation avec d'autres gens qui télétravaillent et c'est clair que son sentiment, c'est de dire on vit pas la crise de la même manière quand on continue de travailler de la maison et qu'on est payé en fin de mois. Ça, c'est clair. Et donc, l'expérience du local, elle démontre de toute façon de base la nécessité d'avoir une gestion saine de son entreprise. L'apprentissage, c'est aussi de dire il faut pouvoir prendre du recul et anticiper. Il faut pouvoir aussi rassurer l'équipe, mais surtout pour un entrepreneur, c'est s'entourer des personnes compétentes comme son comptable, un avocat, pour se rassurer et comprendre les différentes étapes qu'il y a quelque part à traverser avant d'arriver à la faillite. Et là aussi, la nécessité a été rappelée d'offrir une aide psychologique aux entrepreneurs. Donc ça a déjà été dit plusieurs fois. Le service aux entreprises. Alors là, l'acteur interrogé, ça a été Skyfarm. On n'a pas interrogé d'acteurs de la restauration collective, mais il n'empêche qu'on connaît aussi leur situation. Donc, avec le télétravail et donc l'absence massive des collaborateurs en entreprise, c'est clair que la typologie du service aux entreprises, comme elle existait, elle va changer radicalement. Comme c'était avant, c'est terminé, c'est clair. Et c'est bien ce que Skyfarm a témoigné. Au moment du confinement, Skyfarm en fait installe des potagers d'entreprise et organise toute une dynamique collective autour de ces potagers d'entreprise. C'est vraiment vu comme des moments de team building notamment. C'est clair qu'au moment du confinement et pour toute l'année 2020 en règle générale, c'est une perte du chiffre d'affaires de 80% comparé à 2019. Et pendant le confinement, l'activité B2B a été mise à l'arrêt complet. Alors, les stratégies qu'ils ont mis en place, ça a été de renforcer l'activité B2C, donc la jardinerie, qui a d'ailleurs triplé son chiffre d'affaires par rapport à 2019. Donc, c'est exactement la même expérience que la ferme Nopilif. Ça a été aussi de passer les activités B2B en format webinar, en format virtuel, et ça a eu un franc succès parce que là où je trouvais ça génial en fait, c'est que ils ont allié la théorie via webinar avec le fait d'envoyer un kit de démarrage à la maison. Et en plus, il y avait des moments de discussion qui étaient prévus après. Ils ont diversifié leurs activités aussi et se sont positionnés sur certains marchés de maintenance de plants intérieurs et comestibles et ils ont capitalisé sur l'activité de conception et conseil puisque les chantiers étaient encore permis. Et donc, au final, fin 2020, l'activité B2B termine en très légère croissance parce qu'au moment du déconfinement, ils ont eu 2 beaux projets. Et l'activité B2C est en forte croissance, mais ça reste que Skyfarm estime ne pas se tirer très bien de la crise, que son année 2021 va être une année de gestion plus austère, on va dire. Normalement, ils étaient partis pour faire une très belle année avec la création d'un emploi. S'ils n'avaient pas, ils l'ont dit clairement, s'ils n'avaient pas eu l'aide de la région, ils auraient coulé, quoi. Et en plus, ils ont perdu des opportunités de développement qui vont probablement prendre plusieurs années à récupérer. Et donc, les apprentissages pour Skyfarm, ça a été de dire que des mesures structurelles qui permettent de réduire les coûts, de soutenir les coûts sont évidemment très appréciées et pertinentes, que c'est important de creuser les pistes de développement pour pouvoir notamment se diversifier, et que c'est clair que les potagers in situ seront moins déployés, mais il n'empêche qu'il va y avoir un besoin croissant de créer une dynamique d'équipe, parce que je pense que tout le monde le vit aujourd'hui derrière son ordinateur, ça devient fatigant et ça devient parfois même démoralisant de ne pas pouvoir avoir cette dynamique d'équipe et le virtuel ne remplacera jamais le présentiel. Les gens se sentent de plus en plus déconnectés socialement par le télétravail et donc quelque part il va quand même falloir trouver peut-être il y a un potentiel de développement là aussi. Pour la restauration collective, c'est quand même un peu le même combat dans le sens qu'il faut bien se rendre compte qu'un prestataire de restauration collective qui avait son restaurant avec du personnel dans une entreprise et qu'il comptabilisait 700 passages par jour, donc je pense à des structures comme les banques par exemple, BNP Paribas qui ont des gros restaurants, et que ces restaurants-là comptabilisaient 700 passages par jour et que du jour au lendemain, ils comptabilisent 100 passages et que
demain, il va peut-être y en avoir 250, bah, ce modèle-là n'est plus du tout rentable et le restaurateur ne peut plus se permettre de garder un restaurant avec une équipe élargie sur site. Et donc, quelque part, l'offre alimentaire à destination du public d'adultes, entreprises non ouvriers, va probablement fortement évoluer. Et ne plus être la même. Ici, évidemment, on ne parle pas de restaurants, d'entreprises qui seraient dans des entreprises, soit où c'est du travail d'ouvriers, parce que eux continuent à travailler, soit sur les entreprises de services essentiels. Évidemment, ça change pas. Rapidement, au niveau de l'aide alimentaire, et c'est le dernier, donc l'aide alimentaire, tout le monde a entendu parler aux nouvelles que les demandes en matière d'aide alimentaire ont augmenté, donc ça nous a été confirmé, les demandes ont augmenté de 30% pendant le confinement, et la tendance est restée la même pendant toute l'année 2020. La grosse difficulté de l'aide alimentaire, ça a été de gérer et de s'organiser, parce que l'aide alimentaire se base sur du bénévolat et des structures vieillissantes, qui sont en plus du public à risque, donc il y a certaines qui ont fermé. Parallèlement à ça, il y a eu plusieurs citoyens qui ont voulu faire du bénévolat, des plateformes qui se sont multipliées, et puis il y a aussi une multiplication d'initiatives citoyennes. Mais donc, il a fallu coordonner tout ce petit monde, et ça a été un des gros apprentissages de l'aide alimentaire. Ça a été la professionnalisation de l'aide alimentaire pendant les deux périodes de confinement, et notamment la coordination. Il reste que, au niveau de l'aide alimentaire, il y a un élément qui est indépendant aussi du Covid, mais qui vient rajouter une couche à la difficulté aussi, c'est la raréfaction et la capitalisation des invendus. Donc en fait, l'aide alimentaire doit vraiment penser à la manière de diversifier ses sources d'approvisionnement en matière d'invendus versus alimenter un nombre croissant de bénéficiaires ou de demandes de bénéficiaires. Et donc heureusement, la crise a permis de développer des initiatives existantes vertueuses comme la bourse aux dons et le réseau locaux, qui ont parfois eu des collaborations avec des agriculteurs. Et donc, par exemple, ici, on voit à gauche sur l'écran, donc le réseau locaux et la bourse aux dons a supporté le secteur agricole de la pomme de terre. Grâce à ça, il y a plusieurs tonnes de pommes de terre qui ont pu être récoltées et redistribuées en région wallonne. Et c'est des contacts qui ont été gardés pour envisager des collaborations pour le futur. Et donc, leur apprentissage, les apprentissages de l'aide alimentaire, c'est plutôt au niveau de la professionnalisation, la coordination et la structuration du volontariat. Voir aussi comment est-ce qu'ils pourraient s'émanciper de certains flux d'invendus et en tout cas les diversifier. Et puis, initier aussi des projets pilotes entre producteurs, donc typiquement le secteur de la pomme de terre et les épiceries sociales. Parce que donc l'expérience pendant le Covid a permis de se rendre compte qu'il serait possible de donner ses besoins en termes de produits 1 an à l'avance aux producteurs et qui puissent ainsi planifier sa production. Ça, c'est une recommandation qui a aussi été d'ailleurs exprimée par Terroiriste, donc un des acteurs de la distribution. Voilà, donc en conclusion, on va dire, de toute cette étude, clairement, ce qui ressort, c'est que les aides devraient davantage être ciblées et personnalisées puisque tout le monde n'a pas été touché de la même manière. L'étude a aussi confirmé plusieurs fois qu'il faut un support psychologique qui soit proposé aux entrepreneurs. L'étude a aussi confirmé que les acteurs qui ont misé sur l'e-commerce, qui étaient prêts ou qui étaient pratiquement prêts avec leur offre en e-commerce, s'en sortaient beaucoup mieux. Et donc, quelque part, l'idée aussi, c'est de pouvoir soutenir les entrepreneurs dans la digitalisation de leur activité et la mise en place de la solution logistique qu'il y a derrière. L'étude a aussi souligné l'importance de la collaboration entre acteurs du secteur et donc là, on vise vraiment la nécessité de stimuler la mutualisation de moyens, d'outils et d'espace. Une remarque aussi quand même générale de l'étude qui n'est pas spécifiquement liée à l'étude, mais quand même, c'est que quand on parle à tous ces acteurs, ce qu'on remarque, c'est que le secteur s'intensifie fortement et la concurrence devient de plus en plus forte. Et donc, c'est vrai que ça ne fait pas du tout l'objet de l'étude, mais la question se pose quand même de savoir pour les plus petites structures et pour les plus petits, comment est-ce qu'ils vont pouvoir survivre dans le futur, crise Corona ou pas d'ailleurs.
Et donc en recommandation, on dira de base, la recommandation de base, c'est de dire la nécessité de gérer financièrement son entreprise sainement, sans nonchalance, sans naïveté, la nécessité de diversifier ses activités, son portefeuille de clients ou d'identifier d'autres canaux de vente, la nécessité de continuer à soutenir spécifiquement les projets d'alimentation durable dont le business model est innovant parce que ce sont des entrepreneurs qui prennent déjà un risque de base. Et ça vaut aussi bien pour la phase de lancement que après création. Les acteurs ont aussi confirmé que l'accompagnement devrait être vraiment un accompagnement de terrain par des entrepreneurs. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose aussi qui est ressorti par rapport aux choix qui sont opérés dans le cadre de la constitution, de la composition des conseils d'administration. Donc, de sélectionner des personnes quand même opérationnelles issues du terrain et pas seulement des personnes qui véhiculent un objet théorique, même si les personnes visionnaires, moi, personnellement, je trouve, restent hyper importantes. Et puis, face à une crise sanitaire, la nécessité que les règles soient évidemment claires et accessibles. De nouveau, de cibler et personnaliser les aides en fonction de l'âge de l'entreprise, mais en fonction du type d'entreprise aussi. La collaboration, de pouvoir stimuler la collaboration et la coopération entre acteurs du secteur. Et donc là, c'est un peu sur le modèle de la centrale d'achat Be Here, dont l'ambition est vraiment de mutualiser et développer certaines filières bio. Cette centrale d'achat est en train de mettre en place un outil logistique et qui se veut ouvert à d'autres acteurs bruxellois aussi. Donc voilà, ça je trouvais que c'était un très bel exemple. La nécessité de prendre en charge psychologiquement les entrepreneurs. Pour la distribution, la nécessité de prendre le temps de bien connaître et comprendre les filières d'approvisionnement. Et alors la grande, voilà, on l'a déjà dit, mais le digital reste encore sous-développé en Belgique, alors qu'il répond quand même à un besoin du client contemporain et qu'une société à 100% physique ne peut pas s'improviser e-commerce, donc la nécessité d'accompagner les acteurs dans leur digitalisation parce qu'il y a un manque de compétences. Voilà, et donc je terminerai par là avec cette belle citation de Elsa Pluquet qui dit « Ce type de situation se reproduira, on ne s'en sortira que par la collaboration ». J'aimais beaucoup cette citation. Voilà, et je termine en rappelant que le Rabat a un helpdesk via lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Voilà, il est 10h58. Excusez-moi, on n'a plus que quelques minutes pour les questions. Alors, s'il doit y avoir des questions, n'hésitez pas. J'ai déjà 2 questions. Donc, avez-vous des exemples d'Oreca qui ont pu maintenir une activité de livraison qui compense le CA, donc le chiffre d'affaires perdu? Oh, j'ai aucune idée. Non, pas du tout, mais ça m'intéresserait de le savoir. Non, et franchement, je pense pas. J'ai un exemple en tête d'un Oreca qui n'est pas issu du secteur de l'alimentation durable, qui s'en sort très bien, mais vraiment très très bien, mais qui pour autant ne compense pas le chiffre d'affaires d'une activité normale d'un restaurant, quoi. Mais sur le secteur de l'alimentation durable, je n'en ai aucune idée. C'est une bonne question. C'est qui pose la question? On va quand même essayer de vérifier. C'est Thiago Nissens. Ah oui, ok. Okay. Alors, j'ai une seconde question. Est-ce que vous aviez envisagé au début de l'étude d'interviewer également des structures de formation, d'accompagnement et ou de sensibilisation à l'alimentation durable, ou étaient-elles exclues d'office de la réflexion? On n'a pas envisagé de les interroger. Alors, c'est pas du tout qu'elles étaient exclues parce qu'on n'est pas dans l'exclusion, mais honnêtement, on n'y a pas pensé. Et c'est peut-être une erreur, mais on n'y a pas pensé. Ok. Vous pouvez encore poser des questions via le chat, mais pour le moment, c'est les 2 questions qui étaient posées. Pour la dernière question, on a quand même, je tiens quand même à préciser qu'on a quand même, on a voulu partir de vécu très 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 opérationnel et donc d'acteurs économiques actifs sur le secteur. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, on n'a pas pensé à interroger les acteurs de formation ou de sensibilisation. Bonjour, moi j'avais une petite question, je vais la poser oralement, c'est plus facile que sur le chat. Vous avez parlé de l'augmentation du chiffre d'affaires dans le secteur de la distribution et vous en avez interviewé une petite dizaine.
Et en fait, je fais le parallèle avec la diminution dans le chiffre d'affaires dans l'Horeca, où vous avez interviewé qu'un acteur. Et je me demandais comment ça se fait que vous avez fait ce choix de justement interviewer qu'un acteur. Ça aurait été intéressant, je trouve, d'en interviewer plusieurs et différents modèles. Ça rejoint peut-être la remarque de Thiago. Et je me demandais si c'était pas des vases communicants l'augmentation du chiffre d'affaires pour pour la la distribution, ou si c'était globalement des gens qui, du coup, comme ils allaient plus au resto, consommaient plus dans la distribution durable, ou alors si leur augmentation était due vraiment à des gens et à un changement de consommation des consommateurs. Vous avez une idée là-dessus? Ok. Donc, par rapport à la première question, donc à la base, on n'allait même pas interroger de restaurant. Voilà, donc ça c'est pour. On a quand même voulu interroger un. On a aussi discuté avec le restaurant l'Auberge des Mailleurs, la Finca, mais que j'ai pas repris dans l'étude parce que ça a fait l'objet d'une discussion, pas vraiment d'une interview plus formelle, même si les interviews n'ont pas été formelles. Et donc, l'objectif à la base vraiment de l'étude, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'ai dit au début de la présentation. L'objectif, c'était enfin, l'étude, elle partait du constat que certains secteurs avaient augmenté leurs ventes et que certains arrivaient à surfer sur cette augmentation de ventes et d'autres pas au moment du déconfinement. Et donc, c'est clair que dans ce cas de figure, partant de ce constat, on s'est tourné vers des acteurs pour qui les ventes avaient augmenté et donc a priori la distribution. Et c'est pour ça que le paquet a été mis sur la distribution. Ça, c'est pour répondre à la première question. La deuxième question par rapport aux vases communicants, honnêtement, je me risquerais pas à avoir cette hypothèse. D'ailleurs, c'est très simple, personnellement, je n'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, ce qui a été soulevé par les acteurs, clairement, les gens pouvaient plus aller au restaurant. Enfin, il y a eu deux choses. D'une part, clairement, avec la crise sanitaire, les gens ont été inquiets par rapport à leur santé et ont acheté des produits plus sains et plus durables. Et ça commence tout bêtement par des personnes âgées qui ont désormais acheté des oranges pour se faire un jus d'orange frais tous les matins parce que ça pouvait les aider à ne pas tomber malade, hein, simplement. Hein. Et donc ça, je pense que c'est clairement, ça a été confirmé. Les gens se sont tournés davantage vers des produits sains et bio et plus durables. Ceci dit, quand j'en parlais avec BioFresh, par exemple, BioFresh, ils disent clairement, non, les gens sont pas venus vers du bio, les gens sont venus faire du plus sain. Et parallèlement à ça, le fait que les gens ne pouvaient plus aller au restaurant, ben oui, bien entendu, et qu'ils étaient plus à la maison, oui, bien entendu, il y a eu ce que tous les acteurs ont confirmé aussi, c'est qu'il y a eu cette tendance à beaucoup plus cuisiner soi-même, à beaucoup plus jardiner soi-même et à vouloir consommer les produits de son jardin, et c'est une tendance qui est restée. Il n'empêche que, au moment du déconfinement, donc sur les mois d'été, les gens sont retournés au restaurant, clairement. Et pour autant, les ventes de la distribution donc ne se sont pas maintenues au taux qu'elles avaient au moment du confinement, mais elles se sont quand même maintenues de manière positive. Donc voilà, à vous de faire un lien si vous le souhaitez. Moi, je m'y risque pas parce que honnêtement, il y a pas assez d'éléments que pour pouvoir dire clairement que c'est une question de vase communicant. Voilà. Alors, j'ai d'autres questions. Donc, y a-t-il un trend différent entre mars, avril, mai et la suite de la période étudiée? Oui, il y a un trend différent. Donc le pic du pic, donc pour les acteurs qui ont bénéficié de la crise, donc la distribution, le pic du pic c'est mars, avril, mai. Et donc comme je disais après, pour la suite de l'année 2020, les ventes sont toujours restées, le résultat net est toujours resté positif, mais pas autant que pour mars, avril, mai, à l'exception de la vivrière, qui elle à garder des chiffres vraiment excellents pour toute l'année 2020. Oui, voilà. J'ai répondu à la question. Ou est-ce que vous vouliez savoir aussi pour les acteurs qui ont été impactés par le coronavirus?
Visiblement, tu as répondu à la question. Ok. J'ai la réponse oui, merci. Alors maintenant, j'ai une question en néerlandais. Oui. Quel conseil donneriez-vous au gouvernement suite à cette enquête? Ben, les recommandations qu'on a soulevées en dernière partie. Donc la digitalisation, enfin l'aide à la digitalisation, le soutien psychologique. Euh, oui, principalement donc le soutien, si je reviens dessus, voilà, le soutien psychologique des entrepreneurs, le fait d'accompagner les acteurs dans leur digitalisation, le fait de cibler, de personnaliser les aides, rendre les règles plus accessibles et plus claires également. Voilà. Ok, super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai sur le site Goodfood, le lien de l'étude ne fonctionne pas. Ah, ok, je vais voir. Et il y a beaucoup de merci pour ta présentation qui était claire et efficace. Hmm. Voor de Nederlandstaligen, misschien kunnen we alleen de aanbevelingen in Nederlands vertalen. Zodat jullie kunnen ook in Nederlands de aanbevelingen lezen. Indien het nodig is. Je ne sais pas si, Louise, je ne sais pas si la personne qui avait posé la question en néerlandais souhaite la traduction des recommandations en néerlandais. J'ai pas eu de réponse dans le chat. On peut vraiment le faire, ça. Parce que ça a déjà été fait, en fait. Ouais. Juste les recommandations. Alors voilà, j'ai une réponse. Je sais pas si tu la vois, tu parles mieux néerlandais que moi. Attends, je vais regarder. Zut, je vais regarder le. Si je De comprends bien. vertaling van de studie zou interessant zijn voor de Vlaamse producenten in de hand van Brussel. Ja, inderdaad. Eerlijk gezegd, de vertaling van de studie is niet voorzien. Maar we kunnen echt namelijk de aanbevelingen vertalen. Is het al goed voor u? Oké, super. Dank u. Dus Catherine, ik zal juste uw naam schrijven om zeker te zijn. Catherine van Hout. Oké. Catherine, ik zal u een e-mail doorsturen met de vertaling in Nederlands. Oké? Een persoonlijke e-mail doorsturen. Oké, super. En bedankt voor uw e-mail. Oké, super. Voor uw gegevens. Ah, steunpunt korte keten. Maar ja, inderdaad. Oké. Bah, Caroline et moi, on va encore rester 5 minutes pour voir s'il y a d'autres questions. Mais sinon, merci à tous en tout cas pour votre participation. Catherine, wilt u 2 of 3 minuutjes nemen om een beetje verder in Nederlands te kunnen bespreken? Ik weet niet indien alles duidelijk was, maar misschien u kunt uw micro reactiveren. En Ja. we kunnen misschien een beetje uitwisselen. Oké, voilà. Ja.
Je vais couper l'enregistrement, hein, comme Oui, ça. oui, oui, ça va.